Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct et en cette semaine spéciale infrastructure en Afrique. Notre dossier du jour sera consacré au système de car rapide au Sénégal. Au sommaire également, serait-ce l'affaire de trop pour le président Jacob Zuma? L'opposition sud-africaine appelle à sa démission après la publication ce mercredi d'un rapport accablant sur certaines de ses pratiques. Et puis en République du Congo, des centaines de jeunes de la majorité présidentielle ont manifesté ce jeudi à Brazzaville pour un retrait du pays de la Cour pénale internationale. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Monsieur François Gomis, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques. Bienvenue sur ce plateau. Oui, je vous remercie. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Oumar Ba, bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pareillement. Sans oublier notre éditorialiste Gracien Rokindikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Graziela, bonsoir à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Il a tenté d'empêcher sa publication sans succès. L'Afrique du Sud est sous le choc après la parution d'un rapport compromettant pour le président Jacob Zuma. Le document très attendu pointe de lourds soupçons de collusion entre l'exécutif et une richissime famille d'hommes d'affaires. Les détails avec Corinne Kamdem. Le rapport Gupta serait-il le scandale de trop pour Jacob Zuma? La justice sud-africaine a ordonné mercredi 2 octobre la publication du rapport d'enquête de l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela, contenant de graves révélations sur le chef de l'État sud-africain. Dans son rapport, elle recommande qu'une enquête sur des crimes de corruption qui auraient pu être commis par le président Jacob Zuma, en poste depuis 2009, soit ouverte dans les 30 jours. Quand vous lisez le rapport d'Eskom au Gupta, vous vous rendez compte que les ressources sud-africaines ont été confisquées par quelques individus au profit de certains. Le rapport vise particulièrement la puissante famille indienne Gupta, qui sera entre autres accusée d'être intervenue auprès du chef de l'État pour la nomination de ministres et de dirigeants d'entreprises publiques. Dans l'immédiat, l'opposition sud-africaine envisage de déposer une motion de censure le 10 novembre pour exiger le départ de Jacob Zuma, dont le mandat prend fin en 2019. Ce n'est pas la première histoire de scandale qui éclate depuis le début de cette mandature de Zuma. Et qu'aujourd'hui, il y a une certaine frustration au niveau de la population, au niveau de la classe politique, de l'opposition, mais surtout au niveau de son propre camp, l'ANC. Que cette motion de censure aboutisse ou pas dépendra de l'énergie que l'opposition, dépendra de l'énergie que la société civile mettra dans la conduite de cette demande-là. En avril 2016, l'opposition avait déjà déposé une motion de censure qui s'est soldée par un échec contre le président Jacob Zuma. Étant donné que le soutien dont il jouit au sein de son parti, l'ANC, commence à s'effriter, quelles seraient les chances de cette nouvelle motion d'aboutir? Monsieur Ba, que pensez-vous de tous ces scandales qui éclaboussent le président sud-africain Jacob Zuma? Je vais d'abord vous dire qu'il y a la présomption d'innocence, même si c'est des affaires qui sont assez encombrantes du point de vue politique et juridique et qui tombent à point alors que l'Afrique du Sud est soumise à des enjeux géopolitiques et géostratégiques fondamentaux qui vont du retrait de la CPI à une volonté plus hégémonique de réaffirmation de son identité africaine. Mais je pense que globalement, pour le moins, tout au moins, c'est des affaires encombrantes, mais qui ne peuvent pas, de mon point de vue, à ce stade, déboucher sur une éviction totale du président Zuma. Je pense que si l'Afrique du Sud veut avoir un leadership plus renforcé, elle gagnerait tout au moins à régler ces questions du point de vue politique et juridique et à lui permettre de terminer son mandat du point de vue jusqu'en 2019 de façon constructive et systémique. Monsieur Gomis, vous partagez ce point de vue? Vous pensez que le président Jacob Zuma doit rester au pouvoir jusqu'en 2019? Oui, à tout le moins, parce que, comme il a rappelé mon collègue, c'est que la présomption d'innocence existe quand même. Et puis, je tiens surtout à rappeler que depuis son élection, son arrivée au pouvoir, il n'a jamais fait l'unanimité au sein de son propre parti. Donc, il n'est pas étonnant qu'à chaque fois qu'il y a des scandales de la sorte, on profite
de ces situations pour demander sa démission. Donc, comme là, l'opposition a introduit une motion de défiance qui sera examinée le 10 novembre, donc je pense qu'on peut patienter d'ici là et puis voir la suite que prendront les événements. Alors, Gratien, le président Jacob Zuma a tenté à maintes reprises d'empêcher la publication de ce rapport. Est-ce là un aveu de culpabilité, finalement? Mais ce rapport qui sort reprend en fait tout ce qu'on savait. On connaît déjà les relations de la famille Gupta avec Zuma. On sait tout ce qui se passe autour de la corruption, la construction de sa demeure, le renforcement de la sécurité de sa maison privée. Donc tout cela, tout ce qui est comme corruption qui se passe en Afrique du Sud, on le voit bien, il y a le peuple sud-africain qui commence à désespérer par rapport à la situation. On a l'Afrique du Sud, un pays qui était adoré par les Africains. On s'attendait à ce que l'Afrique du Sud soit la lumière de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on constate que finalement, pour moi, Zuma n'est pas à la hauteur. Selon vous, doit-il démissionner? Pour moi, il doit démissionner. Déjà, il est lâché par les siens. Il est lâché même par la Fondation Mandela, une fondation dont les membres sont des gens très reconnus comme ayant des personnalités, disons, très influentes en Afrique du Sud. Et s'il est lâché par tout le monde, ça ne sert à rien de rester au pouvoir. Il faut qu'il laisse la place aux autres. Il faut que l'Afrique du Sud reprenne la place au niveau de l'Afrique. On parle de l'Afrique du Sud, on veut un poste et un mandat au Conseil de sécurité en étant un membre permanent. Il faut déjà mériter cette place. On ne peut pas demander une chose et ne pas vouloir être à la hauteur. Je pense que Zuma, il a rendu un très mauvais service à l'Afrique du Sud. Monsieur Ba. Je pense que la présomption d'innocence est importante, malgré tout, même si ce qu'il dit est très pertinent. Mais pourquoi, selon vous, avoir essayé d'empêcher la publication de ce rapport? Si on n'a rien à se reprocher, finalement, on ne tente pas d'empêcher une pareille publication. Oui, mais ça peut arriver. Vous savez, parfois, le réflexe systémique, il est complexe. Il permet parfois au pouvoir politique de vouloir, comment dirais-je, vouloir tout régler dans le secret des palais. Et je crois que la transparence, elle est bonne, mais elle doit contribuer non pas à déboucher sur l'éviction du président, mais à servir de leçon de bonne gouvernance pour que chacun soit mis devant ses responsabilités. Par contre, là où je serais assez réticent, c'est que si chaque fois qu'il y a un scandale, le chef de l'État saute, on n'aura pas suffisamment de stabilité au niveau systémique. Gratien. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un scandale en Afrique du Sud. Et en plus, pour les présidents, il faut savoir qu'on ne peut pas parler de présomption d'innocence parce qu'on ne va pas, c'est rare de juger le président qui est au pouvoir. Dans tous les pays, même dans les pays occidentaux, les présidents ou les premiers ministres qui sautent, ils ne sautent pas après le rappel, l'appel, le jugement, tout cela. Non, ils sautent bien avant parce qu'il y a le scandale qui éclate dans la presse, il y a le scandale qui est documenté. Donc, il doit en tirer les conséquences parce qu'il représente le peuple. Ben justement, Monsieur Gomis, comment analysez-vous le silence du président Jacob Zuma depuis le début de cette affaire? Par rapport au recours dont vous parlez, il me semble qu'il a retiré de lui-même, sans donner les justifications qui vont avec. Mais je pense que, comme l'a souligné mon collègue, et puis, vous avez aussi raison en partie parce que c'est vrai qu'il a quand même l'image qu'il donne de l'Afrique du Sud contribue à fragiliser la puissance de cet État qui doit être un phare sur le continent. Mais son silence ne peut être, à mon humble avis, analysé comme étant, il doit se dire qu'il y a le temps de la justice et qu'il a le temps de voir venir. Alors, Monsieur Ba, si le président Jacob Zuma reste au pouvoir, on a vu qu'il est défié, ne risque-t-il pas finalement d'entraîner avec lui dans sa chute l'ANC, le parti au pouvoir? Je ne pense pas. Je crois que l'ANC est suffisamment mature pour se réorganiser, et pouvoir tirer dans ses entrailles les possibilités d'un leadership pertinent qui puisse survivre à l'éviction future ou au retrait ou une défaite probable, ou un retrait du moins de M. Zuma. Là où je suis assez réticent par rapport à l'idée qu'on le fasse sortir tout de suite et qu'il s'en aille, c'est que ce n'est pas les médias qui font la démocratie. La légitimité démocratique s'opère par l'élection et il appartiendra au peuple souverain d'Afrique du Sud de pouvoir tirer les conséquences de sa gestion, si elle est bonne ou mauvaise. Je n'en sais pas grand-chose. Ce que je sais, c'est qu'il revient au peuple souverain, lors d'échéances démocratiques pertinentes, régulières, de dire s'il veut continuer avec M. Zuma ou
pas. Là où je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est que ce n'est pas une bonne image de voir ces affaires-là éclabousser le système politique d'Afrique du Sud, qui est une puissance continentale, une puissance mondiale et qui mériterait d'être plus ou moins exemplaire à plus d'un titre. Merci, Monsieur Ba. Plusieurs centaines de jeunes Congolais étaient rassemblés dans les rues de Brazzaville ce jeudi. Ils réclament le retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. Un plaidoyer a d'ailleurs été remis au gouvernement qui a promis de l'examiner. C'est un reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo. Le Front patriotique du ministre de la Jeunesse destiné Hermela Doukaga et le mouvement Réveil de Marc Nsonde ont lancé une campagne pour le retrait du Congo de la Cour pénale internationale. Cette marche de plus d'environ 500 jeunes qui a eu lieu ce jeudi 3 novembre est partie du boulevard Alfred Raoul au ministère de la Justice et des Droits humains. Ils ont ainsi remis un plaidoyer pour le retrait du Congo de la CPI au ministre de la Justice. L'article 10 de la loi fondamentale, de notre loi fondamentale, est désormais en contradiction avec les dispositions du statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Nous avons cru que ça devrait être une juridiction impartiale et juste. Mais l'histoire nous a prouvé le contraire. Nous sommes déçus de cette Cour. Les organisateurs de cette marche ont affirmé que l'article 10 de la Constitution du 6 novembre 2015 est en contradiction avec le statut de Rome que le Congo a ratifié en mai 2004. Cet article stipule que, sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. Mais pour les organisations de droits de l'homme, un éventuel retrait du Congo n'est pas la volonté de tout le peuple congolais. Vous croyez que le peuple congolais peut prendre l'initiative de demander à un gouvernement de partir de la CPI? Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas l'intérêt du peuple. Le peuple a besoin de justice. Il s'agit là justement des auteurs des violations des droits de l'homme qui veulent prendre ces initiatives pour se mettre à l'abri. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le Congo était devenu en mai 2004 le 94e pays qui a ratifié le statut de Rome. Avec la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi, le Congo deviendrait le 4e pays à se retirer de la CPI si le gouvernement valide la requête de ces plateformes de jeunes. Le ministère de la Justice a promis examiner le dossier reçu avant de le présenter auprès de la hiérarchie gouvernementale. Monsieur Gomis, l'effet domino se poursuit. Oui, en fait, l'effet domino se poursuit, mais pour ce cas précis, je pense que ça requiert quand même une toute petite analyse, parce que l'argument invoqué, en l'occurrence l'article 10 de la Constitution, qui serait contradictoire avec le statut de la Cour pénale internationale, je pense qu'en matière de réglementation, quand la loi internationale est en contradiction avec la loi nationale, c'est la loi internationale qui a la primauté. Mais pour rejoindre ce que vous disiez, c'est vrai que le 31 janvier 2016, ils ont adopté une résolution au sein de l'Union africaine sous l'initiative du président Uhuru Kenyatta, comme quoi ils allaient tous se retirer de la CPI. Donc depuis lors, il y a le Burundi qui a ouvert le bal, si je puis m'exprimer ainsi. Puis il y a l'Afrique du Sud, la Gambie. Donc là, voir des jeunes manifester pour le retrait, on peut se demander s'il n'y a pas des influences derrière, mais on ne dispose pas suffisamment d'éléments pour nous prononcer de manière péremptoire. Mais il est clair que le vent semble aller vers ce sens. Alors, Monsieur Ba, pour certains, outre le fait qu'on a l'impression que la Cour pénale internationale s'attaque essentiellement aux Africains, la volonté de retrait pourrait également s'expliquer par le fait que le statut de Rome ne prend pas en compte les traditions juridiques du continent. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense que c'est une vérité. Si on analyse très bien les dispositions du statut de Rome, mais quid des dispositions internationales, il faudrait aussi que l'Afrique soit entendue. Quand je le dis, c'est dans tous les domaines d'activité. Je constate que depuis Doha jusqu'à nos jours, l'Afrique n'est pas suffisamment prise en compte sur la scène internationale. Peut-être que ce retrait-là, ou cette volonté de retrait, pourrait être une sorte de coup de semonce adressé à la communauté internationale pour leur dire que maintenant ça suffit. Dans ce monde qui est en train, dans une phase de recomposition pertinente dans la logique des transitions des puissances, il faudrait que l'Afrique puisse être considérée et son mot à dire et soit entendu. Maintenant, ce qui ne veut pas dire que nous soyons pour l'impunité. Il faudrait que l'on respecte la vie des Africains, elle est sacrée. Il ne faudrait pas dire qu'on sort de la CPI pour ne rien faire après contre les gens qui tuent de façon impunie parce qu'ils seraient dotés d'un pouvoir quelconque, si légitime soit-il. Gracien. Je pense que nous, les Africains, on a tendance à critiquer
Cour pénale internationale, mais en final, qui critique la Cour pénale internationale? Ce ne sont pas les peuples, ce sont les dirigeants, quelques dirigeants. Regardez les pays qui sont retirés. Le Burundi, avec les massacres qui se font aujourd'hui, et l'impunité totale. L'Afrique du Sud, on a compris Zuma, ce qu'il est en train de faire, c'est une sorte de... Il fait de la politique internationale pour échapper par rapport à ce qui se passe dans son pays. Donc il s'est retiré juste pour détourner l'attention. C'est bien, même il y a eu des massacres de Maracana. Et la Gambie, c'est une dictature connue par tout le monde. Pour vous, les motivations ne sont pas les bonnes? Les motivations sont des motivations juste pour se protéger. Le Congo, qu'est-ce qui se passe au Congo? Qu'est-ce qui vient de se passer au Congo? Quels sont les rapports qui ont été des ligues des droits de l'homme concernant les violences et les massacres au Congo? On essaie d'échapper par rapport à ce qu'on est en train de faire. En réalité, qu'on se pose la question, où se trouvent les forces des Nations Unies dans le monde? Le gros se trouve en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce qu'il y a de la violence. Tant que nous continuons avec la violence, tant qu'il y a la mauvaise gouvernance, tant que certains dirigeants répriment et massacrent leur peuple, qu'on accepte et qu'on soit jugé, que la CPI continue. On ne va pas échapper parce qu'on est en train de tuer. On sort pour ne pas être jugé. C'est comme si dans un pays demain, on pourrait avoir un groupe de citoyens qui dit « je ne reconnais pas la justice de mon pays parce que je suis en train de faire de la violence ». Merci Gratien. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.